Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart. Aujourd'hui, avec Antoine Perrault, nous recevons l'écrivain Abdelataya. Bonjour. Bonjour. Abdelataya, c'est l'un des premiers écrivains marocains arabes à affirmer publiquement son homosexualité dans les livres, sur les plateaux. Et ce n'est pas rien quand on vient du Maroc, un pays qui interdit l'homosexualité, qui la considère comme un crime passible de 3 ans de prison. Aujourd'hui, il publie aux éditions du Seuil un nouveau roman, Celui qui est digne d'être aimé. C'est donc un échange épistolaire, 4 lettres. 4 lettres très fortes, très dures, qu'écrit Ahmed ou que Ahmed reçoit. Ce sont donc des lettres à sa mère ou aussi la lettre qu'il reçoit d'un ancien amant. Tout ceci, vous écrivez en français. Oui. Qui est donc, vous êtes marocain, mais votre langue, votre écriture, c'est le français. Donc ce n'est pas ma langue. Oui, justement, c'est ce que je voulais expliquer. En fait, vous l'avez apprise à l'aube de vos 18 ans. Et c'est cette langue qui vous a aidé à vous extraire d'une misère très, très, très forte dans le Maroc populaire de Salé. Oui. Et c'est cette langue qui fait dire à un de vos personnages qu'il faut maîtriser pour être libre, pour être fort. Et c'est donc justement Ahmed qui dit cela dans ce roman, Celui qui est digne d'être aimé. De nouveau, comme dans la majeure partie de votre œuvre, on retrouve le thème récurrent de l'homosexualité. On retrouve aussi Salé, votre ville d'origine, cette ville voisine oubliée de Rabat, sa plage, ses quartiers bidonvilles, et la famille nombreuse comme la vôtre. Et du coup, ma question, c'est cette histoire d'Ahmed, un homosexuel d'une quarantaine d'années qui vit à Paris. Est-ce que c'est la vôtre ? Bon, j'ai 43 ans aujourd'hui, donc je ne suis pas loin de ce personnage Ahmed. En fait, pour moi, je vais être franc avec vous, je ne pourrais jamais écrire la fiction pure, je ne pourrais jamais inventer des choses qui sont loin de moi ou bien loin de la vision que j'ai du monde et surtout l'apprentissage que j'ai de la violence de ce monde dans lequel on nous met et on nous dit « débrouillez-vous ». Vous parlez tout à l'heure de la langue française comme étant une langue qui n'est pas à moi. Et moi, quand je me suis rendu compte que cette langue pouvait me sauver, entre guillemets, je l'ai appris d'une manière très, très, très violente parce que je me rendais compte que dans cette langue, je n'étais rien. C'était la langue qui utilisait le pouvoir marocain, c'était la langue qui utilisait les riches marocains, non pas pour créer un lien ou dire quelque chose de la société marocaine, mais juste pour affirmer leur pouvoir en face de nous, face à nous, contre nous, et mettre encore plus de la distance entre eux et nous. Donc je ne peux pas dire que j'ai appris le français avec l'amour pour le français. Ça serait mentir. Je l'ai appris cette langue en étant parfaitement conscience de la violence qu'elle véhiculait et qu'elle véhicule au Maroc. Et justement, donc, vous vous définissez comme homosexuel marocain, arabe, musulman, gay. C'est un petit peu, tout le monde vous présente ainsi et vous-même vous vous présentez de la sorte. Est-ce que si Ahmed c'est un petit peu vous, est-ce que on réalise qu'il en a ras-le-bol d'être réduit dans une France post-coloniale assigné à résidence dans une case? Est-ce qu'il a envie de la déconstruire? Est-ce que vous sentez pas piégé par cette identité? Bon, en tout cas, pour lui, Ahmed, donc, à l'âge de 40 ans, c'est la première lettre, il a 40 ans quand le livre commence. Il est arrivé à un âge où il ne peut plus faire semblant. Il ne peut plus se baser sur des références culturelles pour lui faire plaisir à lui-même ou bien faire plaisir aux gens autour de lui en France et à Paris où il vit. Il est obligé de faire face, de regarder la vérité, comment il est regardé et qu'est-ce qu'il est devenu en utilisant la langue française comme moyen d'ascension sociale, comme moyen d'exister en tant qu'homosexuel et de faire un examen de conscience. Cet examen, il le fait en adressant une lettre extrêmement violente à sa mère marocaine et en même temps en faisant face à ce qu'il est, à cette petite chose, un petit PD arabe parisien qui excite certains, mais lui, qu'est-ce qu'il est dans tout ça? Il se rend compte qu'il est piégé en fait, qu'il est piégé, doublement piégé. Et vous-même, depuis une dizaine d'années, vous-même qui écrivez, depuis presque 20 ans, vous écrivez, et dès votre premier ouvrage,
l'homosexualité était là et vous affirmiez cette identité-là. Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu réduit? Réduit, non. Non. En tout cas, pas à mes yeux à moi. Les autres me réduisent à une sorte de statut de homosexuel, écrivain arabe, homosexuel, gay. Mais je pense que c'est quand les autres parlent de vous ainsi, on voit dans quelle case ils veulent que vous vous mettre. Mais ça, c'est leur problème à eux. C'est les réductions qui viennent d'un monde où il y a beaucoup de pièges pour nous tous. Moi, j'ai parfaitement conscience qu'il faut qu'il y ait des Arabes comme moi qui parlent de l'homosexualité pour essayer un petit peu d'aider les autres homosexuels. Et en même temps, il est très important pour moi une fois que je suis devenu écrivain et donc publié par les éditions du Seuil, d'oublier d'où je viens et d'oublier les violences que j'ai subies en tant qu'homosexuel, en tant que citoyen homosexuel. On a tort de croire que tout a été réglé par rapport à la question de l'homosexualité, c'est absolument pas vrai. Donc je suis un peu piégé en France en tant qu'homosexuel arabe, musulman, etc., comme le personnage d'Ahmed, mais contrairement à lui, moi j'ai encore beaucoup d'espoir. Mais vous ne craignez pas justement que derrière cette identité d'homosexuel arabe, on revienne à une autre réduction qui serait l'homosexuel arabe sauvé par l'Europe, par la France, par l'Occident, civilisé C'est justement le propos de ce livre, de dire à quel point, même quand on arrive à accéder à une certaine liberté en Occident, en France, à Paris en l'occurrence, on est encore totalement ignoré dans cette culture-là. On attend de vous de présenter les clichés déjà définis pour vous avant même que vous mettiez le pied ici. Encore une fois, je pense que ce n'est pas mon problème à moi, c'est le problème de la société et comment, la France en l'occurrence, comment elle gère des individus comme moi, pas seulement homosexuels, des Français d'origine, des Français, des immigrés d'origine arabe, d'origine africaine, d'origine musulmane, et comment elle les gère, comment elle les traite, et qu'est-ce qu'elle leur fait faire, qu'est-ce qu'elle leur fait dire. Et c'est à moi, en tout cas quand je parle, d'éviter ce piège, et non seulement de l'éviter, mais de critiquer sans aucune peur ce statut déjà fixé pour nous, malheureusement. Oui. Antoine a sélectionné un passage qu'on aimerait que vous nous lisiez et qui, je crois, dit beaucoup de ce que Ahmed vit et de ce que vous aussi vous vivez. Donc c'est extrait de la première lettre qui est adressée à la mère et le héros Ahmed a donc 40 ans. Et toute cette lettre est une sorte immense autocritique. Donc il commence par se critiquer lui-même et critiquer le monde d'où il vient, critiquer sa mère, avant de passer à la suite, la critique du colonialisme, la critique de la France. Donc je lis. Les PD arabes qui cherchent un abri en France sont traités de la même manière que les autres émigrés. Une case préparée pour eux depuis plusieurs décennies, plusieurs siècles, les y attend, les y enferme. Pour être acceptés des Français, ils parlent leur langage théorique, abstrait, fumeux. Avec les années qui passent, vite, ils n'osent plus nuancer leurs paroles, y mettre quelque chose de ce qu'ils sont au fond, de la première terre où ils ont tout appris de la vie. Ils sont intégrés, ils sont acceptés, ils sont libres. Ils le disent, ils le redisent. Ils peuvent tromper les autres, les Français, avec ces affirmations. Pas moi, surtout pas moi qui marche à Paris sur le même chemin qu'eux. Comme eux, j'ai été d'abord un excitant et exotique objet sexuel en France. Je ne le suis plus. J'ai 40 ans. Je suis vieux, fini, asséché, déjà. Ce qui est intéressant, c'est, je trouve, le mot nuance auquel semble s'opposer le mot intégré. Comme si l'intégration était une violence détruisant la nuance. Mais c'est exactement ça, la puissance coloniale, si je peux dire, d'un pays, quand elle vous oblige à ne plus vous-même avoir un regard critique sur vous-même et sur ce qu'on vous fait dire, sur ce qu'on vous fait vivre.
quand tout d'un coup, le simple fait d'évoquer votre pays ou bien votre sensibilité arabe, votre sensibilité musulmane, et que tout d'un coup vous vous rendez compte que face à vous, tout ce que vous dites de ces origines-là, de cette origine-là, n'a aucun impact, n'a aucune force, et que c'est réduit à quelque chose d'exotique, quelque chose de folklorique. Donc là, pour Ahmed, je pense qu'il a 40 ans et il se rend bien compte que pour peut-être pouvoir survivre à Paris, lui a fallu lui-même ne pas être dans la nuance. Or, si on a bien appris la culture française, si on a bien appris les philosophes et la grande culture de ce pays, c'est qu'il faut bien critiquer tout. Il faut bien que le regard critique arrive et puisse s'exercer partout. C'est ce qu'il essaye de faire dans cette lettre et dans les autres qui arrivent. Mais pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Rachida, on a presque l'impression, je lis juste cette phrase, « Tu étais l'homme français qui savait, qui allait me sauver », que pour vous, l'homosexualité peut être la continuation du colonialisme par d'autres moyens. Non, c'est pas ce que je pense et c'est pas ce qu'il dit. Là, quand il dit, quand Ahmed dit à Emmanuel dans la 3e lettre qu'il était l'homme français qui allait le sauver, je pense qu'il allait le sauver de la pauvreté et de cet abandon politique dans lequel il vivait au Maroc. Personne n'était là ni pour le soutenir, ni pour l'aider à se définir en tant qu'homosexuel. Et puis le pouvoir marocain s'en foutait totalement des pauvres comme lui. Donc l'arrivée d'un Français, il faut bien se placer dans la tête d'un petit Marocain des années 80, ce que ça signifie. Un Français, c'est forcément quelqu'un de beau, de riche, de très cultivé, face auquel on est d'avance un petit peu soumis, d'une certaine façon. La phrase d'avant, vous dites « si sûr de toi et de ta mission ». Mission, on pense à la mission civilisatrice qui a justifié si longtemps le colonialisme. Enfin, quand je parle de colonialisme par d'autres moyens, il me semble quand même qu'on est au cœur de ce que vous essayez de montrer. On n'en sort jamais. Ah mais ça c'est clair, on n'en sort jamais. Et la preuve, c'est tout ce grand bordel dans lequel nous vivons aujourd'hui, où plus rien n'a aucun sens, et aussi où on est tout le temps assommé, on nous demande tout le temps de nous définir, et quand on se définit, on a l'impression que personne n'écoute, personne ne fait attention aux mots qu'on est en train de dire. En fait, là, au moment où il écrit la lettre, il a 30 ans, et il se rend bien compte que cet homme qu'il a sauvé, entre guillemets, qui est le français, puisqu'il l'a amené jusqu'à la France, lui a permis d'étudier dans des grandes écoles françaises, c'est aussi cet homme-là qu'il ne lui a pas permis de faire une sorte de regard tendre, d'avoir un regard tendre sur son origine, sur son monde pauvre. C'était que lui-même, à l'âge qu'il a, 30 ans, il a le même regard que cet homme français sur le monde d'où il vient. Et ça le révolte. Quand il se rend compte qu'il regarde d'une manière folklorique sa mère, ses sœurs et les pauvres qu'il a laissés derrière lui, ça c'est quelque chose qui le révolte. Que le colonialisme réussisse à ce point-là, c'est quelque chose de... Comment dire, c'est la tragédie même. Et quand on s'en rend compte, on se pose la question, mais alors qu'est-ce que ça veut dire être homosexuel et libre à Paris? Qu'est-ce que ça veut dire avoir des amis français qui vous disent il faut exercer votre esprit critique, qui, une fois que vous essayez de l'exercer sur ce que eux vous donnent comme vision de vous-même, ça ne les intéresse pas du tout d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Enfin, tout ce que dit ce livre est très compliqué peut-être à faire entendre, mais j'ai essayé de ne pas être trop théorique et de mettre cette idée de la colonisation dans le lieu le plus nu possible, le plus vrai, le plus loin possible, l'amour, le sexe. Et c'est extrêmement violent, pour rebondir sur ce que vous étiez en train de dire, parce qu'on a Ahmed qui est quand même rebaptisé Midou, comme... Le chien Milou de Tintin. Tintin. Le petit chien de Tintin Milou, pour passer dans le cercle aisé des proches d'Emmanuel. Et je trouve que c'est extrêmement violent et que dans cette volonté de rebaptiser Ahmed, on a là toute la violence de ce que vous appelez le néocolonialisme. Et quelque part, dans ce que disait Antoine et moi un petit peu plus avant, appliqué ici au fait que aussi Ahmed a pour lui d'être homosexuel. A priori, être arabe et homosexuel, c'est quelque chose qui pourrait l'aider à s'en sortir en France et à Paris. Mais il se rend compte qu'il est passé de Ahmed, qui est quand même un très beau prénom dans le monde arabe, c'est ce qu'il y a parmi
les mots arabes les plus beaux qui puissent exister. Il est passé de Ahmed à Midou, parce que les gens autour de lui à Paris, donc autour de cet homme Emmanuel qui l'a sauvé, n'étaient pas capables de bien prononcer Ahmed. Quand je suis arrivé en France, les gens n'arrivaient pas à dire Abdellah. Et donc, j'ai passé mon temps à me bagarrer contre Abdou, Abdel et tout ça. Et je trouvais ça extrêmement violent vis-à-vis de moi-même. Je veux dire, moi, je me disais, j'arrivais, j'avais déjà de l'amour pour François Truffaut, Victor Hugo, Isabelle Adjani et Isabelle Huppert. Et tout d'un coup, face à cet amour immense que j'avais pour cette culture et pour ce pays, la première réaction, c'est que déjà on me réduisait, on me coupait, on me demandait d'enlever déjà une partie de moi-même. Je devenais Abdel ou je ne sais quoi. Et donc je passais mon temps à corriger les gens. Non, Abdellah, Abdellah, ça me paraissait... Et tout d'un coup, quand je n'y arrivais pas, à un moment, je me suis rendu compte qu'il faudra peut-être que je donne quelques petites références culturelles à ce prénom pour que les gens finissent par se rendre compte qu'il existe peut-être déjà dans le champ culturel français. Donc je leur dis, vous savez, Le Grand Amour de Jean Genet, Abdallah, il a écrit pour lui un grand livre de poèmes. Quand ça leur disait rien, vous avez, il y a bien Abdallah dans les aventures de Tintin. Voilà. Voilà, donc il faut, en fait, en France, il faut toujours que ça passe par un alibi culturel pour qu'on finisse par être accepté. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans cette réduction de Ahmed à Midou. Mais en tout cas, lui, quand il parle de tout ça dans la lettre, à la fois il fait la critique de ce colonialisme, de ce néocolonialisme qui se passe en toute décomplexité, si je peux dire, aujourd'hui en France, il y a un peu partout dans le monde. Et il fait à la fois la critique de ce néocolonialisme, mais en même temps, il y a, et ça je tenais à ce que ça existe dans le livre, il y a quelque chose de ce désespoir-là, de cette critique-là, il y a quelque chose de, j'espère, une énergie qui se dégage, qui lui permettra à un moment ou à un autre de ne pas totalement sombrer. Et est-ce que c'est par exemple quand il a cette phrase, quand Ahmed a cette phrase, j'ose enfin passer à l'acte, sortir d'une langue qui me colonise et m'éloigne de Ahmed? Il faudra, je pense que les Français ne se rendent pas compte en France quand ils vous disent par exemple « Ah mais tu parles très bien français, bravo Ah mais où est-ce que tu l'as appris Ah mais au moins toi tu parles bien le français ». Il y a toujours une forme de... Je ne sais pas comment dire, c'est comme si toi, tu es le bon arabe. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu l'as bien appris, tu le parles bien, tu ne fais pas trop de fautes, donc tu es un petit peu exceptionnel, tu n'es pas comme les autres. Et puis, ils ne se rendent pas compte des efforts et de l'amour qu'il a fallu avoir pour maîtriser cette langue, pour écrire dans cette langue. Donc je le répète, ce n'est pas ma langue. Je veux dire, passer de la pauvreté totale, ou avec une langue qui n'est pas du tout la mienne, que je détestais au départ, à devenir écrivain, j'ai l'impression que tout ce processus, qui quand même, il y a quelque chose de tellement positif et tellement fascinant pour cette langue et pour ce monde, pour qu'on puisse fournir tous ces efforts pour y arriver. On a l'impression que tout ça est totalement oublié et qu'on devient juste le petit bon arabe, ou alors peut-être le PD de service, comme moi peut-être, qui est accepté parce qu'il parle bien français. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, me donne des envies comment on va dire ça, des envies de maltraiter la langue française, d'être encore plus pauvre dans la langue française, de ne pas écrire bien dans la langue française, pour qu'au moins il se passe quelque chose. Et que je ne m'enfonce pas dans cette image qu'on a de moi-même ici. Ce qui est étonnant dans ce livre, je trouve, c'est une tension entre deux mouvements qui peuvent apparaître contradictoires, mais qui sont chez vous complémentaires, la transgression et la rupture. La transgression, normalement, c'est ce qui vous amène vers autrui, d'une façon transgressive, mais il y a un mouvement vers. La rupture, c'est le contraire. Or, tout votre livre est sur ces deux registres. Je pense que la transgression, on y vient d'une manière assez naturelle quand on comprend qu'on est homosexuel, quel que soit le pays où on vit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, dans plein de pays, dès que vous comprenez que vous êtes homosexuel, vous comprenez que vous n'avez pas le droit d'exister, ça ne sera pas facile, et que vous aurez à vous justifier durant toute votre vie, y compris en France.
Il y aura tout le temps, à un moment donné, bon, ça suffit, passons à autre chose. Maintenant, tu as bien parlé de tes petits malheurs en tant qu'homosexuel, ça suffit. Maintenant, parlons, je ne sais pas moi, de Dalida et de Madonna. Donc, c'est la transgression, donc on comprend très tôt, quand on est enfant, que c'est quelque chose de naturel. Et ce n'est pas une transgression pour épater le bourgeois, ou bien pour faire scandale au Maroc, ou bien pour scandaliser les gens qui disent que je sais pas comment dire, que je suis contre l'islam, que je ne suis pas un bon musulman, des choses comme ça. C'est une transgression beaucoup plus grande que toutes les religions, que tous les mouvements sociétaux, que toutes les sociétés. On n'a pas d'autre choix que d'être dans la transgression pour exister en tant qu'individu homosexuel dans la vie. Pour la rupture, malheureusement, et ça je pense que plein d'homosexuels se reconnaîtront dans ça, c'est le deuxième mouvement qui accompagne la transgression. À un moment donné, on n'a pas d'autre choix que de s'extirper avec une violence immense de ce monde où vous êtes né, de ce monde qui vous dit qu'il vous aime, mais en même temps vous opprime et vous tue parfois même. Dans le cas d'Ahmed, et je pense que même c'est le cas dans mon cas à moi, ce système de rupture à répétition devient l'essence même de la vie, et peut-être même l'essence même du plaisir et de l'existence politique. Il y a deux ruptures majeures qui courent dans votre livre. C'est vis-à-vis de la mère, qui s'appelle Malika. En français, on pourrait traduire par Régine, mais ça ne donnerait pas toute la splendeur de Malika, la reine. Rupture réussie, si j'ose dire, parce que l'écrivain l'a vomi dans ses lettres. Et il y a une rupture tout le temps annoncée, fomentée, et qui ne peut pas avoir lieu. Vous en avez parlé en disant « je voudrais un français », moi, c'est la rupture avec le français. Et ça, c'est extraordinaire, parce que je vais rompre, non, la preuve. J'ai écrit encore en français. Et quel français. Et donc, là aussi, il y a cette espèce de tension. Parfois, on dit la langue maternelle. Ce n'est pas votre langue maternelle. Il y a la mère et la langue exogène. Vous savez, je viens d'un monde très très pauvre. Ce n'est pas pour faire le victime ou quoi que ce soit, ou bien jouer à la victime ici. Mais quand on est pauvre, on est quand même tout le temps dans l'écrasement pour survivre. Et donc on a toujours peur qu'à un moment donné, que même ces stratégies d'écrasement face aux riches, face à celui qui a le plus de pouvoir, ne puissent plus marcher. Et j'ai toujours, c'est vrai, cette peur en moi, qu'à un moment donné, que quelqu'un vienne, il me dise, il se rend compte que qu'il se rende compte que j'ai tellement bien perfectionné mon personnage et que je sois de nouveau rejeté totalement. Et dans ce cas-là, où est-ce que j'irai exister ? Donc je pense que le français, dans mon rapport au français, il y a encore quelque chose de cela. Que même si j'ose, à l'âge de 43 ans, continuer à écrire en français et critiquer la France, le français, le colonialisme, et critiquer aussi ma mère, il y a encore en moi une forme, je ne vais pas appeler ça de soumission, mais j'ai encore un petit peu peur de la France, des Français, de la langue française. Je ne sais pas moi, j'ai toujours peur que par exemple qu'un autre écrivain français, peut-être connu, très célèbre, je sais pas, lise ou qui dise « Ah mais ça c'est même pas du français ». Ce que certains ont dit d'ailleurs. Et justement, ouais, j'aimerais qu'on y vienne, parce que vous avez quand même subi, alors vous avez vécu au Maroc des années très très violentes, enfin ce que vous avez subi, les insultes, ne serait-ce que les insultes du quotidien, PD, etc. Les viols aussi, quand j'étais enfant. Oui, les viols bien évidemment, bien sûr, mais aussi quand vous êtes arrivé en France, vous avez subi une violence à Paris qui était telle, je vais citer seulement un exemple, dans le petit milieu germano-pratin, il était inconcevable que vous puissiez être un auteur. Et donc on disait de vous, enfin certains disaient de vous que vous étiez édité au Seuil parce que vous aviez couché, ou bien parce que vous essayiez de jouer à l'écrivain français, mais vous n'en étiez pas un, et puis c'était sûrement pas du Kateb Yassine. Comment est-ce que vous pouvez nous raconter cette violence-là, y compris donc du petit microcosme littéraire parisien qui vous fascinait tant ? Je ne suis pas Kateb Yassine, ça c'est sûr.
parce que je n'ai absolument pas le même rapport à la langue française que lui. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a raconté sur le rapport colonial avec la langue française, et les indigènes et tout ça. Mais je suis né en 73 et mon rapport à la colonisation française concrète, je l'ai vécu dans les restes de cette colonisation. Et comment même, plusieurs années après l'indépendance, je continue d'être colonisé. Et ce qui m'a frappé le plus, entre autres quand je suis arrivé, c'est qu'à Paris, à la fois, j'avais une forme de hargne, j'avais une forme de désir de conquête, et je me disais, je vais y arriver. Et je me sentais autorisé à le faire, quelque part. Je ne sais pas d'où vient cette autorisation, mais je me sentais autorisé à le faire. Et dès que je soumettais des textes, ou bien qu'un livre sortait, les réactions autour de moi, et surtout des gens qui me sont le plus proches, étaient comme... Je ne sais pas comment dire. Ils essayaient de me remettre à ma place, sans savoir très bien quelle était cette place. En tout cas, moi, je ne me rendais pas compte quelle était ma place. Tout d'un coup, ce n'était pas assez bien écrit. Tout d'un coup, c'était quand même ça ne peut pas être aussi bien... Je ne sais pas moi, que des livres écrits par, je ne sais pas moi, Christine Angot ou bien Emmanuel Carrère. Donc ça reste toujours la littérature de quelqu'un qui a essayé d'apprendre la langue française et qui maintenant essaie d'écrire de ses livres. Il y a toujours, je ne sais pas comment dire, il y a toujours un doute, il y a toujours une suspicion, c'est quelque chose de... On est des citoyens de seconde zone, on est des écrivains de seconde zone, et il faudra toujours prouver qu'on est capable de penser, qu'on est capable de bien parler français. Et à un certain moment, on en a juste marre. Moi, que quelqu'un me dise que je parle bien français, que j'écris bien français, n'est plus un compliment à mes yeux. Mais justement, sur ce rapport à la langue française et à la violence qui vous est faite, j'ai une double question. Première question, on pense à Jean Genet. Bien sûr. Dans une vidéo, vers la fin de sa vie, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une collection de Daniel Delorme. Il est interrogé par Bertrand Poirot-Delpech, une espèce de sommité du monde. Et il lui explique, avec une espèce de froide résolution, comment maîtriser la grammaire et la langue de l'ennemi Absolument. était une façon d'être irréprochable, de se protéger et d'inverser le rapport de force. Vous ressentez ça? Absolument. Ah oui, je ne peux pas m'exclure de cette stratégie de Jean Genet qui est celle de maîtriser la langue de l'ennemi pour lui envoyer la violence dans laquelle il nous met en permanence et qu'il nous rappelle et nous inflige en permanence. Et bien cette violence, on va bien maîtriser cette langue, et dans cette langue, dans cette tellement belle langue française, dans ces belles phrases à la Marcel Proust et à la je ne sais qui d'autre, et ben on va écrire et renvoyer la violence initiale, la violence de l'écrasement des autres en permanence. Je pense que je ne m'en rendais pas compte d'une manière aussi aiguë que Jean Genet quand j'étais petit, mais plus j'avance dans l'âge, plus je me rends compte que mon rapport à la langue française ne peut pas, et certainement ne doit pas sortir de la critique de cette violence-là. C'est très important. Et la deuxième question est beaucoup plus intime. Est-ce que vous vous rendez compte que dans votre livre, parce que l'auteur ne se rend pas toujours compte, s'il s'auto-analysait continuellement, il ferait de la vivisection et pas de la littérature. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous écrivez, page 106, « Je veux sortir du français », que cette expulsion du français que vous souhaitez et que vous ne faites pas renvoie à l'expulsion manquée de vous-même par votre mère, ou en tout cas de la mère d'Ahmed, qui a fomenté un avortement qui n'aura pas lieu. Bien, oui. Et quand on vous lit, en tant que lecteur, donc extérieur, ça saute aux yeux. Mais est-ce que vous vous en êtes rendu compte de ça? Non, je ne me suis pas du tout rendu compte. Je n'ai absolument pas fait le lien, en tout cas en écrivant ce livre, entre ces deux envies de sortir. Et vous croyez que je plaque ou est-ce que vous acceptez? Non, je l'accepte. Même si évidemment les conditions politiques ne sont pas les mêmes. Dans le premier cas, il s'agit d'une mère marocaine qui tombe enceinte et qui se dit « Oh là là, encore une fille ?» Bah, certainement pas, j'en ai déjà 6.
cette fille qui grandit en moi, je vais la tuer devant ventre sans se rendre compte que c'est un garçon. Et c'est mon grand frère qui fait un rêve et qui lui dit mais non, c'est un garçon, tu verras, c'est un garçon. Et finalement, j'arrive au monde et c'est moi. Donc, mais il y a quand même quelque chose de raté dès le départ. C'est quelque chose de raté, si je suis votre pensée, c'est ce qui se produit aussi dans le rapport d'Ahmed avec la langue française. Il y a quelque chose qui ne s'est pas produit et qui donne envie. Puisque vous n'avez pas voulu de moi, vous ne voulez toujours pas de moi, et bien c'est moi, avec ma décision pleinement planifiée, c'est moi qui vais sortir de cette langue. Je vais l'éliminer de ma tête, de ma peau. Mais en même temps, tout en disant ça, ils se rendent bien compte, et je me rends bien compte que c'est quelque chose d'impossible à réaliser. On peut le voir autrement. La langue que vous voulez expulser, qui est la langue, donc un féminin, une muqueuse, vous ne l'expulsez pas, et c'est un masculin, quasiment érectile, comme vous l'êtes vous-même. Vous n'étiez pas la fille non désirée, vous étiez un garçon qui est finalement né, et cette langue non expulsée vous en fait une espèce d'instrument de tension. Je ne pousserai pas plus loin la métaphore, mais vous l'avez comprise. Oui, bien sûr. Vous, comme on bande ses muscles, vous bandez votre langue. Et il y a là quelque chose d'absolument vertical et masculin. En permanence. Pendant tous les livres, ça ne débande jamais, si je peux dire. Cette tension dont vous parlez, je pense qu'elle me vient d'abord et avant tout de la tension dans laquelle on vit au Maroc. Entre les êtres, quand on a 11 personnes dans 3 chambres pendant quasiment 20 ans, le rapport entre les êtres, il se passe dans des rapports, dans une parole totalement avec un ton qui monte, d'une forme de cri. On se crie les uns les autres, si je peux dire. Et ça vous donne une sensibilité comme ça du drame qui est naturel chez moi et une tension du coup dramatique qui ne tombe jamais. Et c'est vrai que ça se retrouve dans ce livre, et encore plus ce livre-là que les autres. Alors, pour passer de cette tension initiale, originale, à la tension de la langue française, et donc de pousser la langue, pousser cette tension dans le rapport à la langue française, quitte à l'expulser, la sortir de moi-même, puisque cette langue, alors que je fais des efforts et que je veux plaire et que je veux aimer dans cette langue-là, ne veut toujours pas de moi, ou bien qu'elle veut toujours me remettre à ma place sans que je sache réellement moi quelle est cette place, et ben même dans ça, il y a quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout. Puisque, objectivement, on ne peut pas éliminer de sa tête, de ses neurones, une langue qu'on a quand même aimée pendant, pour ce qui me concerne moi, maintenant déjà au moins 26 ans. C'est beaucoup, beaucoup d'années, plus que la moitié de ma vie. Quand on vous lit, et encore plus là quand on vous entend, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette double absence théorisée par ce formidable sociologue spécialiste de l'immigration qui nous a quittés, qui est Abdelmalek Sayed. Absence du pays d'origine que l'immigré a quitté définitivement et qui vous rejette encore plus, vous, parce que vous êtes la figure homosexuelle, et absence dans le pays qui accueille, la France, qui refuse que vous fassiez de ce pays le vôtre, et qui exige que vous vous assimiliez beaucoup plus que vous ne vous intégriez. Comment est-ce que c'est cette double absence aussi que vous ressentez, vous aussi? Je pense, moi, plus que la double absence, ce que je ressens en tant qu'individu, c'est une forme de chaos vers lequel on est tous entraînés. Et où les mots n'ont plus de poids, les mots ne se situent nulle part. On les dit, on se les renvoie à la gueule, mais ça ne dit plus rien. Ça ne produit plus rien. Ça produit peut-être des montées de racisme, des montées d'extrémisme politique pour l'instant, mais nous, en tant qu'individus, y compris surtout dans le lien intime, le lien amoureux, on a l'impression que même là, les mots ne se fusent plus, qu'on n'est plus seulement dans l'entre-deux ou bien dans la double absence, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus chaotique, beaucoup plus bordélique, beaucoup plus
triste, il y a quelque chose de triste qui se passe, en tout cas en ce moment, en moi et dans ce livre. Et vous, 20 ans après votre coming out, est-ce que votre famille a changé son regard sur vous, elle qui vous a rejeté dès lors qu'elle a su que vous étiez homosexuel? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes vu différemment par les vôtres? Et est-ce que du coup, si dans votre propre famille cela a évolué, on peut espérer qu'ailleurs, ça fera... En tout cas, mes sœurs, j'ai beaucoup de frères et sœurs, elles, surtout les sœurs, elles sont revenues vers moi. Il y a un lien intime qui est en train d'être reconstruit. À la fois, il m'est demandé d'accepter ce lien-là, je l'accepte avec de bon cœur, mais en même temps, il m'est demandé de ne pas trop parler de ce que je suis. C'est déjà ça. Elle ne me rejette pas. Je dois m'estimer heureux. Et c'est la mort de la maman qui a changé quelque chose? Beaucoup de choses. C'est extrêmement, en fait, c'est extrêmement triste de se rendre compte que les individus, les êtres humains, ne comprennent les choses vraiment que quand il y a quelqu'un qui se sacrifie ou quand il y a la mort qui vient pour nous rappeler réellement ce qu'on est. Il y a un autre extrait que j'aimerais que vous nous lisiez. On aurait pu le glisser un petit peu plus tôt lorsqu'on a longuement parlé de la langue, de cette langue française. Mais ça vient après les sœurs. Mais voilà, exactement. Le lien, c'est les sœurs dont vous venez de parler et c'est page 93. À cause de toi, je suis devenu un autre. Je ne suis plus moi aujourd'hui. Je suis qui? Je vis dans une nostalgie étrange, dans le manque de cet autre que j'étais censé devenir avant de te rencontrer et qui n'est jamais advenu. À 30 ans, je ne parle même plus l'arabe comme avant. Au téléphone, mes sœurs rient de moi. J'ai à présent un accent bizarre quand je parle cette langue. Ma langue n'est plus ma langue. Quelle tragédie. Merci Abdelataya. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous à Mediapart. Donc je rappelle que vient de paraître votre dernier roman aux éditions du Seuil, Celui qui est digne d'être aimé. Merci beaucoup Antoine aussi pour m'avoir accompagné dans cet entretien. Et à très bientôt, chers abonnés.